Bonjour, je suis René Villemure. On va être plusieurs personnes aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique. On va discuter aujourd'hui d'éthique. L'éthique en temps de crise, évidemment. Euh, L'éthique en temps de crise, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est différent d'habitude? Non, pas vraiment. À quelque part, il y a toujours l'idée que l'éthique, c'est la recherche du bien dans les circonstances, le bien faire, le comment bien agir. Surtout, ce qui s'applique ces jours-ci, c'est quand il n'y a pas nécessairement de règles établies, quand on n'est pas certain de ce qu'il convient de faire, quand on est devant une nouveauté. Donc, aujourd'hui, l'éthique sociale, le vivre ensemble, va être le propos central. Évidemment, on retrouve beaucoup de ces éléments-là dans le livre L'éthique pour tous. Je vais faire référence un petit peu, mais à tout hasard, vous pourrez vous-même vous en inspirer le temps venu. Donc, d'accord, on aura les questions plutôt que dans l'écran, directement par Nicolas. Euh, le monde est le monde est en crise depuis, je dirais, le 14 mars, en gros, ici au Québec, un peu plus tôt en France, le 12, je crois. Il y a eu un choc. Un choc, c'est-à-dire un arrêt brutal des activités. Et puis, cet arrêt brutal-là a fait, à quelque part, une forme de bascule. On dit qu'on est en crise. La crise, c'est quoi? Ça nous vient d'un mot grec qui est crisis avec un K. Et puis, le crisis qui est donné chrysène, même en grec, si on veut y aller, hop, là, les questions qui apparaissent. Mais, à tout hasard, la crise, qu'est-ce que ça a en commun, une crise de nerfs, une crise médicale, une crise sanitaire ou quoi que ce soit? C'est que le terme crise, c'est le moment où l'on ne se reconnaît plus soi-même. Donc, le moment où l'on ne se reconnaît plus soi-même, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut qu'on fasse une espèce d'investigation pour se retrouver. Et se retrouver, qu'est-ce que ça implique? Ben, quelque part, il y a un retour sur quel est le pourquoi de notre action, de notre intervention en général, bref, quelles sont nos valeurs. Donc, le chemin pour sortir de crise, on dit souvent que l'éthique est un chemin pour sortir de crise, c'est qu'on va devoir se rassembler, retrouver le sens, la direction, le chemin. Euh, Retrouver le chemin afin d'éviter l'égarement. Et ce qui nous guette actuellement, c'est justement cet effort-là, c'est-à-dire cet effet-là d'égarement qui pourrait arriver. Le monde tel qu'on l'entrevoyait un peu à l'avance, mais là, il est actuellement comme ça. Euh, on l'appelle le monde de Vilca, V-I-L-C-A. Et ce Vilca-là, euh, ça signifie ceci, vulnérabilité, pour le premier V. La vulnérabilité, qui vient du mot latin vulnus, qui veut dire la capacité à être blessé. Le monde tel qu'il est, même avant la crise, là, on est dans un monde technologique, un monde où les choses évoluent rapidement. Il y a une grande possibilité d'être blessé, que ce soit dans notre droit, dans notre existence, quoi que ce soit. On pense à la santé aujourd'hui, évidemment. L'incertitude, le VI, de Vilca, l'incertitude. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Euh, on lit partout sur Internet, vous savez, l'histoire se répète et il n'y aura rien de changé. D'autres vont dire, ah mais non, au contraire, tout va changer. On ne le sait pas. Donc, l'incertitude, notre capacité à vivre avec l'incertitude. Les limites techniques du monde d'aujourd'hui sont repoussées. Quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des éléments qui sont possibles qui n'étaient pas possibles il y a que peu d'années, comme tel. La complexité, maintenant. La complexité qui fait que tout va tellement rapidement que parfois on peut être perdu. Et l'ambiguïté. L'ambiguïté qui vient encore là, j'aime bien définir les mots pour ceux qui me connaissent bien, qui vient de ambire en latin, qui veut dire tourner autour. C'est le mot qui nous donnait ambulance, qui tourne autour de l'hôpital. Mais l'ambiguïté, c'est qu'on ne sait pas de quel côté aller. Regardez, je vous donne un exemple. L'an dernier, on a conduit, ou mené plutôt une étude sur les milléniaux, le futur et l'éthique. Et à l'époque, il y a deux sociologues qui sont dans mon équipe. Et puis, je leur ai demandé de poser une question en particulier, puis les deux personnes trouvaient ça un petit peu loin de la réalité, qui était, peut-on tomber en amour avec un robot? Et puis, tout le monde a déjà entendu parler du truc où un Japonais a marié son robot, mais si on va plus loin que ça, peut-on tomber en amour avec un robot? Ben, c'était surprenant de voir quand on regarde notre étude et les autres qu'on a consultées par la suite, où il y avait à peu près 10% des gens qui disaient oui, puis une douzaine de pourcents qui disaient ça se peut, donc près de 22%. Et parmi les réponses évoquées, pas dans notre étude, mais dans les autres études, on retrouvait je n'aime pas être contredit. Donc, je pourrais tomber en amour pour ne pas être contredit. Ce qui est très drôle parce que, à quelquefois, ne pas être contredit, si c'est votre idéal de vie amoureuse, il me semble que ça manque un peu d'humanité. Mais une deuxième réponse que je retrouvais souvent,
c'était, il n'y a pas de risque de maladie. Et puis, quand on regardait ça entre nous, les gens disaient, mais c'est fou ces réponses-là, ça n'a pas d'allure. Mais aujourd'hui, à l'ère de COVID, c'est peut-être pas si fou que ça, dans le sens de la réponse, je dis pas qu'elle est acceptable, mais la technique permet de penser qu'on pourrait être en amour avec un robot qui nous parle, qui nous regarde, qui nous conte des blagues qui nous plaisent, et puis ainsi de suite. Donc, ces questions-là, vous savez, elles étaient peut-être folles il y a un an, elles sont peut-être applicables aujourd'hui. Le monde change et change rapidement. Donc, on arrive dans ce monde-là, le monde de VUCA, vulnérabilité, incertitude, les limites repoussées, la complexité, et puis l'ambiguïté. Donc, c'est un monde avec lequel on va devoir apprendre à vivre. Vous savez, depuis que la société existe, les gens se sont regroupés en tribus, en nations, en peuples, en groupes, en associations, en chevaliers de colons ou en clubs Rotary. Et là, on se dit maintenant, non. Maintenant, vous allez vous distancer. Maintenant, vous ne ferez pas vos marques je dirais, de sociabilité habituelle, qui est de se donner la main, par exemple, de se faire la bise, dépendamment où on se situe. Mais non, on dit non, maintenant, vous savez, à quelque part, l'autre est un danger. L'autre jour, sur un webinaire, quelqu'un me disait, c'est pas tellement différent de la crise financière de 2008. Je vous dirais, c'est très différent. Parce que 2008, la crise financière a quand même affecté surtout les personnes qui avaient pas mal de cash. Je vous dirais, pour la personne qui travaillait dans un centre commercial à la boutique de chaussures, ça ne l'a pas affecté beaucoup. Et en même temps, on avait peur de perdre nos possessions. Mais maintenant, on a peur de perdre la vie. Donc, la vie, quand on se met à regarder ça, est-ce que je peux parler à mon voisin? Est-ce qu'on va? C'est là qu'on dit on est en crise et on reconnaît plus soi-même, on se reconnaît plus nous-mêmes et on reconnaît plus le monde dans lequel on se situe. Donc, c'est là que je dirais, le cœur de l'éthique va, et avec la philosophie, parce que ne nous mentons pas, les questions sont quand même associées. L'éthique étant une partie de la philosophie, pour ceux qui le connaissent moins, je le précise, la philosophie au sens strict avait comme si on veut, trois branches classiques, qui étaient le politique, l'art de gérer la cité, l'esthétique, la science qui s'occupe du beau en soi, et l'éthique qui se préoccupe du juste. Donc, l'éthique cherche à déterminer ce qui est juste dans les circonstances. Et puis, au fil des années, on a dit, ça c'est légal, ça. C'est donc juste. Mais vous savez, il y a une foule de choses qui sont légales et injustes. Alors qu'il y a également pas mal d'autres éléments qui pourraient être illégaux et justes. Mais aujourd'hui, on est vraiment face à ce débat-là quand les gens demandent, par exemple, est-ce que l'on peut empiéter sur les droits et libertés afin de parer à la crise sanitaire? C'est une question éthique importante. C'est une réflexion qui est à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poser vos questions en passant parce que je vais les prendre au fil du temps à mesure. Mais quand on dit est-ce que je peux parer, par exemple, à la crise sanitaire en rognant sur les droits et libertés, vous savez, la réponse légale, c'est non. Et la réponse d'éthique sociale pourrait être de la lignée plutôt de c'est possible d'envisager une certaine infraction ou empiètement. Un empiètement déterminé à un moment donné pour une durée déterminée et de telle façon et par qui. Mais c'est pas comme si on disait un non retentissant non plus, là, à quelque part. Donc, l'éthique recherche qu'est-ce qui est juste et nous ramène au sens, à la base de la philosophie, qui était constituée de trois grandes questions. Et ces questions-là, elles étaient celles-ci. Qui suis-je? Que puis-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Ça, dans le fond, ça pose la grande question du comment vivre. Et le comment vivre, depuis des années, on se pose cette question-là. C'est pas une question nouvelle, mais on se demandait beaucoup de questions l'an passé, si on se rappelle, dépendamment où on se situe encore là, sur l'appropriation culturelle, sur l'identité de genre, sur des éléments, je sais pas, sur le port du voile ou non. Et c'est comique, je m'excuse, c'est plus drôle, mais soudainement, ces questions-là, on se rend compte que c'est des questions qui relèvent du comment, et elles relèvent un peu du vivre ensemble, mais présentement, on se rend compte qu'il y a des éléments plus importants encore que ça. Des éléments qui vont être ceux qui nous permettent de pouvoir communiquer ensemble et d'avancer un peu de l'avant. Donc, ces questions-là, elles n'étaient pas inutiles, mais à l'heure où on a peur de perdre la vie, c'est un petit peu embêtant. Alors, je vais tout de suite prendre quelques questions qu'on a reçues par courriel avant même. D'ailleurs, il y avait une question reçue hier par Brigitte, et je dois avouer que Brigitte avait une très, très bonne question.
il y a des questions parfois qu'on me pose qui sont plutôt simples. Celle de Brigitte, elle est plutôt complexe. Mais néanmoins, Brigitte dit, j'aimerais que vous abordiez la question qui touche la santé des aînés. Plusieurs disent que la vie fait en sorte de faire une sélection naturelle et qu'il est inévitable pour certaines personnes âgées de mourir de la COVID puisqu'ils sont moins résistants. On leur demande donc qu'ils se confinent afin de laisser les autres vaquer à leurs occupations. Les pays ont dû faire des choix déchirants entre la jeunesse et la vieillesse, ou est-ce entre productif ou non productif? Morale, responsabilité, valeur, qu'est-ce qui peut nous guider dans nos choix à venir? La question, elle est complexe, il y a quand même pas mal de choses là-dedans. En effet, ça pose la question de la valeur de la vie humaine, premièrement, parce que c'est des questions qui sont soulevées ces jours-ci. Est-ce que je vous en donne deux qui m'ont été posées beaucoup, qui sont dans la lignée de la question de Brigitte, on va y répondre, mais deux qui m'ont beaucoup été posées récemment, c'était si un médecin est devant un choix cornélien, un dilemme cornélien, à savoir, est-ce que je dois choisir le patient A ou le patient B? Il y en a seulement qu'un que je peux soigner avec les ressources qui sont limitées. Bon, cette question-là, elle fait partie de tous les débats classiques en éthique. Elle prend un sens très, très tragique parce qu'on est devant, mais ça pose la question simplement de la rareté des ressources et de la grande demande, simplement. Mais ce qu'il faut répondre à cette question-là, c'est pas tellement de dire est-ce que je choisis la personne A ou la personne B, mais actuellement, on a demandé aux citoyens de faire un effort de distanciation sociale, de faire attention. On a demandé un paquet de précautions. Vous savez, ces précautions-là, elles font en sorte que le médecin n'aura pas à se poser cette question-là terrible d'avoir à choisir entre la vie A ou la vie B. C'est certain que si on pratique ces mesures-là, il y aura moins de personnes rendues en bout de piste. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut faire notre part. Mais encore là, si on arrive en bout de piste, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Le médecin, à quelque part, vous savez, on peut donner la théorie qu'on voudra, là, mais sur l'instant même, il va être pris avec son instinct de médecin dans les circonstances. Alors, il va être pris pour faire ce qui est le mieux dans les circonstances. Et ça, on peut pas le codifier à l'avant. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte qu'à un moment donné, il va falloir se fier à l'art du médecin. Parce que le médecin, vous savez, on dit l'art de la médecine parce que c'est la technique, c'est peut-être de connaître les médicaments, mais l'art même, c'est de connaître la santé. Donc, on va devoir se fier et de là, avoir la confiance dans le système. Donc, à ce moment-ci, pour ce qui est de la question du médecin avec les deux vies en bout de piste, je pense qu'il faut agir en amont. Maintenant, on me pose également la question, est-ce qu'on doit préserver, par exemple, la vie d'une personne âgée qui s'implique beaucoup socialement, par exemple avec des petits-enfants, et la vie d'un jeune criminel? Bon, c'est une autre question qui a été posée beaucoup cette semaine. Et ça, c'est drôle parce que l'utilitariste dirait, on va prendre on va choisir la vie qui a le plus de potentiel qui nous reste, là, mais comme tel, je pense que les vies humaines, elles se valent toutes. Et qu'on a à faire un effort. Encore là, c'est un effort global. C'est pas un effort d'une personne. Mais je crois qu'on va devoir s'aligner pour pouvoir sauver les personnes, quelles qu'elles soient. Et c'est assez drôle de voir, parce qu'ici, on se dit une personne âgée a moins par exemple, elle a peut-être moins de temps à vivre, mais si on se place dans d'autres cultures que celle qui est occidentale ou nord-américaine, je vous dirais que la personne âgée, c'est celle qu'on va protéger. Alors, il faut vraiment tenter de voir plus que d'une seule perspective. Et l'éthique tente d'offrir un genre de 360 degrés, un genre de perspective plus large afin de permettre de mieux voir les choses. Donc, pour revenir à la question de Brigitte, je dirais que le choix dépend de vraiment dans un effort de vouloir protéger tous et on fonctionne actuellement on fonctionne un peu à l'oreille si on peut souhaiter comme tel. Il y a Suzanne qui nous demande, on est près d'un déconfinement graduel, qu'arrivera-t-il aux gens de plus de 60 ans? Ben, faut voir tout de suite, je vais retourner au concept de crise parce que là, on est évidemment dans une crise sanitaire et la crise sanitaire impose des mesures comme de la distanciation. Bon, mais il va y avoir directement relié avec ça une deuxième crise qui est la crise économique. La crise économique qui, on dit, il y a des gens qui n'auront plus d'emploi, il y a des secteurs qui vont devoir se transformer, il y a des usines qui fonctionnent avec des chaînes de montage qui vont devoir être repensées.
La cafétéria va devoir être repassée, même les salles de bain, les toilettes. Donc, il y a une crise économique qui affecte pas mal de gens, qui vont imposer plusieurs changements. Mais il y a également, surtout, ce dont on parle un peu moins, qui est la crise sociale. La crise sociale, justement, qui va nous poser la question de Suzanne, qu'est-ce qu'on fait avec les gens de plus de 60 ans? Et puis, cette question-là, elle est embêtante parce que je pense que on est d'accord sur le plan médical pour dire qu'il y a un risque pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Maintenant, ce risque-là, il est de quelle nature? Et est-ce qu'on pourrait, euh, les gens, est-ce qu'ils peuvent choisir de l'assumer ou non? Donc, il y a comme embêtant comme réponse. C'est difficile à, je vous dirais, amener des réponses carrées ce matin, là, des oui-non francs, parce que à chaque fois, l'éthique, c'est le juste dans les circonstances. Et il faut voir quelles sont les circonstances. Si on décide que l'on déconfine les gens par région, par exemple, parce qu'il y a des régions comme Gatineau, il y a beaucoup moins de virulence. Montréal et Laval, ça devrait rester à l'intérieur pour un petit bout de temps. Mais est-ce qu'on déconfine en fonction de la géographie, en fonction de l'âge des personnes, en fonction de la santé de chacun ou du risque que l'un peut prendre en question? Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont entrer en ligne de compte. Donc, c'est difficile de dire est-ce qu'on déconfine ou non les personnes de 60 ans. Je pense que on doit entrer les critères sanitaires, puis on doit entrer les critères sociaux avant de prendre une décision. Il y a également, vous pardonnerez quand je regarde mon téléphone où les questions me sont acheminées. On a posé beaucoup la question de la dénonciation récemment. Est-ce qu'on dénonce son voisin qui, mettons, fait une fête dans sa cour? Bon. Qu'est-ce que c'est la dénonciation? Vous savez, il faut faire une différence entre, d'une part, je dirais, la dénonciation qui est de vouloir trahir quelqu'un, qu'on appelle une délation dans le fond, et la dénonciation qui a une visée morale, une visée plus d'intérêt commun. Mais dans tous les cas, la dénonciation, ça demeure, c'est un outil de la dernière chance. C'est quand on doit utiliser la dénonciation quand on a traversé la ligne qui sépare l'acceptable de l'inacceptable. Bon, si votre voisin reçoit la visite de sa grand-mère et qu'à une distance raisonnable, elle donne un cadeau au jeune enfant, est-ce qu'on devrait le dénoncer? Ben, je pense que non. Maintenant, si vous habitez en face d'un parc puis il y a une fête avec 60 personnes qui prennent un coup, je pense que de toute façon, on devrait agir là-dessus. Il y a vraiment un élément de jugement. Et le jugement, on déteste l'exercer parce que c'est parler à la première personne, hein, c'est dire je. À chaque fois qu'il y a des dénonciations, il y a des abus de dénonciation. Et quand il y a des abus de dénonciation, parce que ça, il peut y avoir des chicanes de voisinage qui se règlent par dénonciation interposée, ça fait un peu mal à la société. On perd un peu de notre confiance, on perd un peu de notre capital social à chacune des fois. Donc, il y a tout un côté où est-ce que moi, je suis réticent à la dénonciation, mais il y a des cas où ça va être obligatoire, malheureusement, et c'est justement quand on traverse l'acceptable de l'inacceptable. Un exemple de dénonciation inacceptable, je l'ai lu ce matin de quelqu'un qui se promenait sur une plage en France, on n'a pas le droit d'aller avec les plages, puis il y a de la surveillance avec des drones. Et puis on s'est dit, la personne qui fait marcher son chien, il a copié d'une amende de 100 quelques euros. Mais ça, je pense que c'est vraiment mal utiliser les ressources publiques comme telles. Alors, justement, Caroline de la France qui nous dit bonjour. Mais c'est difficile d'utiliser notre jugement, c'est-à-dire apprécier, choisir, discriminer, discerner, parce que ça nous met sur la ligne de front. Et ça, ben, on a un petit peu de difficulté à le faire. Donc, dénonciation, moi, je suis en général plutôt prudent avec ça. Il y a des cas, vraiment, mais faut utiliser d'une grande prudence. Tiens, des gens à Nice, ceux qui nous regardent. Je suis bien heureux. Dans les autres questions que l'on a reçues, écoutez, je vais en faire la lecture parce que j'ai manqué quelques-unes des questions qui passent sur le côté. Peut-être je m'en excuse. Mais depuis 2019, certaines compagnies d'assurance américaines et canadiennes encouragent des clients à porter des montres connectées afin de récolter des données sur le nombre bref, sur l'activité des personnes. On se demande, est-ce que c'est correct ou pas? Bon. C'est une question intéressante. Ça fait longtemps que ça se pose, cette question-là. C'est que vos données personnelles, vous pouvez choisir de dans le cas de la montre, vous avez quand même un certain choix de partager ou pas les données. Maintenant, votre compagnie d'assurance peut vous les demander afin de dire si la personne a un style de vie qui correspond à leur standard, on accordera un rabais en conséquence. Mais ça amène la question, est-ce qu'on est prêt à échanger notre vie privée contre un rabais?
Et ça a été très populaire à un moment donné au Québec, ici, avec les polices d'assurance automobile pour les jeunes conducteurs, à savoir, on voulait savoir quelle vitesse il allait, et ce genre de choses-là. Bref, un mouchard. C'est une dénonciation par algorithme, celle-là. Mais c'est drôle parce que comme dans le cas de l'abus des droits dont je parlais plus tôt, la vie privée, c'est quelque chose qui, en Occident, on a tendance à laisser aller facilement. Parce qu'on n'a pas eu à combattre une tonne dans le gain de la vie privée. Il y a des endroits dans le monde, vous direz, où est-ce que la vie privée a été conquise au prix d'immenses efforts. Et même aujourd'hui, pour avoir des amis dans plusieurs pays, sur d'autres continents, il y a personne qui, sur son compte Facebook ou Twitter, a sa photo, par exemple, ou son vrai nom, quelque chose comme ça. Donc là, on se rend compte que la vie privée, souvent ici, on se dit, bah, j'ai un rabais de 50$ sur ma police d'assurance automobile. Pourquoi pas? Ben, ça pose la question de qui contrôle les données, qu'est-ce qu'ils seront fait avec ça? Est-ce que ça peut être volé? Est-ce que ça peut être utilisé à mauvais escient? Et posez-vous la question si ça vaut 50$, rendu là. Alors, c'est un choix personnel, mais je crois qu'il faut quand même utiliser un peu de jugement là-dedans afin d'aller du bon côté de la décision comme telle. Également, j'ai Yulia qui nous disait, partant de la définition de l'éthique, la définition de la crise, avec les différentes implications politiques, sociales, économiques, santé, éducation, quelles sont les questions éthiques à se poser pour la société, l'organisation, l'individu? Sachant que les questions se posent dans des contextes. Vous savez, ça, justement, ce qui va être difficile à concilier dans la situation actuelle, mais c'est que, bon, on se dit à un moment donné, si on prend la crise, on déconfine. Ça veut dire quoi, on déconfine? Moi, je présente des conférences depuis des années. Et puis, je peux vous dire que au mois de mars, ça a arrêté d'un coup. Et les gens, bien évidemment, ils ont annulé les conférences pour le reste de l'année. Mais en même temps, je me pose la question, vous savez, un jour, ils vont dire, bon, c'est correct de pouvoir tenir, dans certaines circonstances, des spectacles ou des conférences, si on veut, mais est-ce que les gens vont vouloir y aller? Est-ce que les gens vont être confortables? À un moment donné, on m'a dit, bon, on pourrait être, au lieu d'être 500 dans une salle, on peut être 100. Est-ce que ça va être pertinent pour la personne qui donne la conférence ou le spectacle? Est-ce que ça va être rentable pour la personne qui en fait la promotion? On a beau un jour déconfiner, est-ce que les gens vont avoir peur? Même si on a le droit d'aller au restaurant, par exemple, parce qu'on dit on va avoir 2 mètres entre les tables. Oui, mais on dîne pas seul, encore là. Donc, je pense que pour l'instant, on sous-estime les effets dévastateurs que la peur peut amener sur la société. Et puis, c'est pas juste une question de confiner, déconfiner, mais il y a toute la reprise des activités. Il y a exactement, vous savez, on porte un poids, je dirais, psychologique sur le confinement. On n'est pas habitué, là. Donc, que ce soit permis ou non, il y a des choses qu'on voudra peut-être pas faire. Il y a des choses qu'on pourra pas faire. Je sais qu'il y a beaucoup de psychologues qui aident les gens en détresse actuellement, mais il se construit une certaine peur, une certaine détresse, une peur de l'autre. Donc, je pense que c'est pas juste une date de déconfinement qui va faire la différence. Quand on voit ici les autorités publiques qui disent, bon, on peut envoyer les enfants à l'école à partir de la date X, mais ils sont pas obligés d'y aller, on sent bien qu'il y a un inconfort. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le monde d'après, les restaurants, plusieurs auront peut-être fait faillite, les cafés seront peut-être pas là. Il y a beaucoup de choses à considérer qui sont plus qu'une date de déconfinement ou un impact de prendre une décision gouvernementale ou même d'entreprise. Parce que l'entreprise, vous reprenez vos activités à l'usine, est-ce que les employés vont vouloir y aller? Est-ce que les syndicats vont demander des conditions spéciales? Vous savez, l'éthique va être au cœur de l'ensemble des décisions de la société au cours des années à venir, mais en commençant tout de suite. C'est que, justement, l'éthique qu'on a souvent associée à la conformité, c'est-à-dire un code d'éthique avec des normes à suivre. Vous savez, la norme à suivre, elle s'applique quand ce sont des cas habituels, puis maintenant, on est dans des cas totalement inhabituels. Donc, on va avoir un grand besoin de réflexion éthique, que ce soit individuellement chez vous, et puis que ce soit dans le domaine de l'entreprise. Bougez pas un petit peu, j'ai Dominique qui m'écrit. Dominique qui me parlait du système de traçage avec les montres. Elle me précise, dans le contexte de cette crise, comment mettre en place un système de traçage qui fasse en sorte que nous demeurions propriétaires de nos données corporelles et que celles-ci soient sécurisées. Est-ce une utopie? Dominique, la communauté européenne a passé des normes et des lois sur l'usage ou la propriété des données. Ici, on est très, très frileux là-dessus, mais à quelque part, il y a le droit à l'oubli, le droit à la propriété des données et l'usage qui en est fait
Pour ce qui est des citoyens de la communauté européenne, c'est déjà pas mal entrepris. Ici, ça me semble une utopie, mais ça devrait pas l'être. Ça devrait être quelque chose qui pourrait se réaliser dans un temps normal, mais pour l'instant, on est un petit peu loin de la chose. On me demande également les mesures drastiques prises en Chine ou en Corée, parfois par la force, mettent en danger la liberté des populations. Que pensez-vous de mettre un peu d'éthique de côté quand on marche pour le bien commun? Bon, ça, c'est une question fort pertinente aussi. Voyez-vous, la Chine et la Corée, du moins la Chine, c'est pas un pays des droits de l'homme qui est placé dans les top 3, là, je vous dirais, mais culturellement, les attentes du citoyen chinois envers son intimité sont très différentes des attentes du citoyen occidental envers son intimité. Et ce qui peut penser, là, je vais vous faire un raisonnement, c'est pas un appui, là, pas du tout, mais on fait un 360 degrés. Ce qui parfois nous semble horrible à nous, ici, peut être tout à fait acceptable dans un autre contexte. Ce que parfois, je me rappelle au fil de ma carrière en éthique, on appelait le travail des enfants, ici, inacceptable, mais de l'autre côté, il fallait voir c'était quoi le contexte, et c'était peut-être la mort ou ça. Mais je parle pas de faire travailler un enfant avec un marteau dans une grotte, là, mais il y avait des enfants qui accompagnaient leurs parents sur les lieux de travail. Mais il faut voir un petit peu. L'idée souvent, c'est qu'on a tendance à juger avec notre propre lunette nord-américaine occidentale, et puis qui est la bonne. Parce que, évidemment, on a toujours la bonne lunette. Alors, quand on regarde ce qui se passe en Chine et en Corée, j'ai vu l'application qui faisait, en gros, qui informait les gens qui étaient porteurs, du moins, on pouvait savoir auprès de qui on était. Ça a soulevé comme zéro problème en Chine. Ça a soulevé peu de problèmes en Corée. Ça a soulevé beaucoup de problèmes chez nous. Donc, il y a toute je dirais, une culture des droits et libertés ici qui a été élevée, d'une part, en absolu. Et puis, dans des cas comme celui-là, comme je disais tantôt, on a parlé de rogner un peu les droits pour la santé. Ben, je vous dirais que les droits et libertés visent à protéger l'individu, ce qui est une bonne chose, de tous les abus qui peuvent lui être infligés. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'individus parce qu'ils sont tous morts, les droits et libertés ne serviront pas à grand-chose. Donc, encore là, certaines limitations dans certains contextes, d'une certaine manière, pour un certain temps, peuvent être acceptables comme telles. Puis, c'est pas question on ne ferait pas ici, je pense, une imposition telle que ça a été fait en Chine, ça m'étonnerait. Culturellement, ça ne passerait pas. Vous savez, on parle beaucoup ces jours-ci du nombre malheureux de décès dans les EHPAD en France et les CHSLD au Québec. C'est assez drôle de voir parce que dans des endroits où on dénonce des choses comme le travail des enfants, c'est souvent des gens qui me disaient, quand je passais dans les pays en question, non mais vous, avec les personnes âgées, vous les mettez dans des campings pour personnes âgées, là, en gros, vous les sortiez de la maison et nous, c'est impossible. Donc, il faut voir aussi l'horrible de l'un, c'est parfois la beauté de l'autre. Il faut voir les deux côtés de la médaille. Mais pour parler des pays africains, c'est impensable d'avoir une personne un grand-père, une grand-mère qui n'est pas à la maison. Et souvent, au Québec, on me répond, ben écoute, on peut pas, il y a pas d'espace. Mais ça aussi, c'est un choix social qu'on a fait à un moment donné, d'accéder à des propriétés qui étaient de telle taille, on a fait avec, là. Avant de trouver que les gens sont mal traités dans les CHSLD, ce qui semble être le cas dans certains endroits, il faut quand même également discuter le choix social que l'on fait de dire que les personnes doivent être à l'extérieur. C'est pas nécessairement, vous savez, l'éthique, c'est pas nécessairement une prise de position populaire là-dessus, je sais, mais néanmoins. On a Marie qui nous dit « La peur est l'instinct de survie et de vulnérabilité dans le cas du déconfinement. Elle est réelle et présente pour une grande partie d'adultes. Se tourner au déconfinement amène entre autres une grande incertitude, d'où la limite de l'un et de l'autre. 2 mètres, est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est facile? Vous savez, personne ne va se promener avec un espèce de mètre étalon, là, pour dire on a 2 mètres entre chaque personne. Mais vous savez, c'était 1 mètre il y a un mois, c'est 2 mètres maintenant. Est-ce que ça sera 3 mètres dans quelques mois? N'étant pas virologue, loin de là, il faut comprendre qu'il y aura une certaine distance, mais la distance, vous savez, pour moi, est assez secondaire. C'est que c'est une autre habitude de vie, carrément. C'est une habitude de vie. Vous savez, quand on dit 1 mètre, 2 mètres, à la limite 3 mètres, ça veut dire que vous n'êtes pas proche. Et ne pas être proche, vous savez, depuis un mois, je vois des gens qui font des apéros sur Zoom et tout ça. Ça va faire son temps. Parce que, encore là, l'humain cherche à
à fraterniser, à être ensemble. Et puis, on n'est pas ensemble, même si on est 40 sur une fenêtre Zoom, là, actuellement. Donc, l'idée je pense, de déconfinement et de distanciation, là, pour l'instant, on le vit bien parce qu'on est à l'intérieur. Mais dès lors qu'on va sortir, je pense que ça va être très difficile. Ça va poser des enjeux bien réels. Et c'est pas évident que tout le monde va voir ça égal. Et là, allez-vous vous mettre à dénoncer les gens qui sont pas comme dans votre vision du monde? Ça aussi, là, on retourne à Orwell dans 1984, où tout ce qui n'est pas attendu doit être dénoncé. Donc, faut faire attention comme tel. Mais quand je vous parlais un peu plus tôt du VUCA, c'est-à-dire la vulnérabilité, vous voyez tout de suite qu'on est là présentement dans la vulnérabilité. L'incertitude, encore là. Les limites, on est directement dedans, la complexité, l'ambiguïté. Donc, ce VUCA-là, pour le monde, ne l'oubliez pas parce que ça va caractériser beaucoup de nos vies. Il y a quelqu'un également qui me dit, on dit beaucoup que ce n'est pas à l'armée d'intervenir. Bon, y a-t-il un devoir moral du fédéral d'intervenir sans hésitation? Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il y a deux questions dans une. Est-ce que c'est à l'armée ou non d'intervenir? Je pense qu'on doit utiliser toutes les ressources dont on dispose pour accomplir les tâches qui doivent être faites par des personnes qualifiées. Donc, si l'armée, ça nous fait un gros au Canada, on voit pas ça l'armée, en gros, là. Mais bon, dans certains pays, on le voit un petit peu plus. L'armée, pour nous qui sont en général des forces de paix à l'extérieur, ici, ça nous fait peut-être peur de dire l'armée est arrivée, mais c'est comme plus de police, là. Là-dedans, il y a personne qui s'en vient avec un char d'assaut pour aller faire sauter un CHSLD. Mais l'armée fait partie de la panoplie d'aides fédérales qui peuvent être offertes dans les circonstances. Et je crois que si je comprends bien, l'aide manque actuellement. Donc, je crois que l'armée ou un autre personnel qualifié devrait être bienvenu. C'est la tâche du gouvernement de s'assurer que autant que possible, les postes soient comblés. Maintenant, s'il y a des gens qui peuvent aider également, je pense qu'ils le devraient parce que c'est une situation qui sort tout à fait qui nous sort des mains tout à fait comme telle. Et puis, la question me disait sans hésitation, il y a toujours des hésitations quand on parle du fédéral en passant. Donc, c'était la même chose pour la fermeture des frontières au départ et la réouverture des frontières. Parce qu'on ne pose pas beaucoup ces jours-ci, ça passe un peu en dessous du radar, si on veut, mais la réouverture des frontières, quand on est au Québec, voisin d'un pays où, je vous dirais, la gestion de la pandémie est un peu différente, et même on est voisin d'un État, qui est celui qui est un des plus affectés aux États-Unis, il faut faire quand même attention. Alors, c'est tout ça pour démontrer que quand on parle d'éthique, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. On est dans une zone grise en teinte de gris. Et cette incertitude-là, parce que l'éthique vraiment implique l'incertitude, cette incertitude-là, on va devoir apprendre à vivre avec. Autrefois, c'est drôle parce que quand on dit il y a une loi, il y a une règle, il y a une norme, veut pas, ça nous sécurise. Parce que quand on dit c'est marqué, t'as pas le droit de faire ça, en général, les gens s'entendent que c'est un consensus social. Mais quand on se dit on va être déconfiné, on est-tu près l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, cette incertitude-là, elle va demeurer à différents degrés, à différents moments. Vous savez, c'est pas difficile de confiner des gens en hiver. Ça va être difficile de les confiner pendant les autres temps. C'est pas difficile de confiner les gens quand il y a nulle part à aller. Mais une fois qu'il y aura des services ou des magasins ou quoi que ce soit qui sont un peu plus, qui auront été déclarés fréquentables, je pense que ça va être difficile encore là, dans cette histoire de confinement-là. Est-ce que quand on déconfine, Caroline me demande, il y aura toujours cette distanciation, parce que l'humain a tendance à oublier. Rappelez-vous, juste avant le confinement, quand les gens commençaient à se saluer avec le coude, ça a duré une semaine ici, là, mais c'était venu d'Asie. Vous voyez tout de suite que c'était pas naturel. Je pense qu'on va prendre de nouvelles habitudes, là, mais ils vont prendre un certain moment à être acquises. Ça sera pas donné tout de suite. Il y a une construction à faire. En passant, vous savez, depuis un grand moment, on nous parle de la courbe, d'aplatir la courbe et ainsi de suite. Et juste pour être clair, aplatir la courbe, ce n'est pas traiter le virus, c'est s'assurer que le système de santé puisse absorber la demande, simplement. Mais le virus comme tel, c'est un vaccin qui va l'éradiquer ou l'immunité collective. Mais pour l'instant, ce qu'on s'assure, c'est que les ressources soient disponibles. Donc, si on regarde
Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et on peut l'applaudir, hein, mais ça a été vraiment de se dire, il faut avoir les ressources pour y répondre. Mais maintenant, la question que le gouvernement ici, que les gouvernements doivent se poser, c'est comment doit-on vivre? Comment peut-on vivre? Et comment peut et comment vivrons-nous à quelque part? Est-ce qu'on vivra comme des atomes? C'est pas naturel. Est-ce qu'on devra le faire? Comme tel. Il y a Brigitte qui nous pose également la question, chercher à qui vient la responsabilité de X, Y, Z, c'est pas très productif, et je suis tout à fait d'accord. Vous savez, dans une crise, le moment où on ne se reconnaît plus soi-même, commencer à pointer l'autre, c'est du temps perdu. Il y aura certainement un post-mortem à faire, assurément, là. Mais je pense que dans l'action, je crois que les personnes qui sont en position de décision font actuellement le mieux dans les circonstances, considérant que le livre, ils sont à l'écrire à l'encre à ce moment, au moment présent. C'est pas quelque chose auquel on se réfère. On a beau prendre des statistiques, là, mais c'est pas juste la statistique qui mène comme telle. Nathalie nous dit, on a tendance à sous-estimer le besoin d'encadrement des gens. Et faute d'encadrement, le jugement doit s'exercer. Et ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de comprendre l'ensemble d'une situation et d'y poser un jugement adapté. La confusion et l'intolérance augmentent lorsque les règles ne sont pas clairement établies. Et lorsqu'elles sont établies, parfois, il est nécessaire de poser un jugement. Par exemple, une contravention. Il est difficile de bien vivre ensemble quand notre vision de la réalité se heurte à celui de l'autre. Oui, la peur de l'autre augmente, alors que nous devons essayer de nous développer l'empathie pour mieux vivre ensemble. Mais on ne saurait mieux le dire, Nathalie, en passant, c'est certain que c'est pas tout le monde qui comprend les choses de la même manière. Mais si je vous fais une cadence, là, au début de la crise, les gens regardaient un peu la gestion de la crise et on se disait, bon, on a confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est la non-nécessité de faire la preuve. On voyait les conférences de presse et puis on se disait, non, on a confiance. La non-nécessité de faire la preuve. La confiance aussi, je peux vous dire que sans la confiance, rien ne vaut en société en passant. Hein? Parce que si on n'a pas confiance, par exemple, dans la date d'expiration quand on va au supermarché sur la viande, la vie va être longue. Donc, on a déjà une confiance qui est construite en nous. Mais cette confiance-là, lorsqu'elle est déçue ou lorsqu'on comprend pas, et comprendre, encore là, je vais prendre la peine de définir, qui vient de comprehendere en latin, qui veut dire la capacité à saisir l'ensemble. Parce que le de comprendre, ça veut dire ensemble, et prehendere, c'est saisir comme avec la main, comme ça. Donc, la capacité de comprendre, quand on ne comprend pas ce qui se passe, et là, on comprend pas, il peut y avoir une foule de raisons à ça, là, mais la confiance s'effrite. Et qu'est-ce qui reste après? Le prochain élément sur le chemin, c'est la méfiance. La méfiance, qui est le contraire de la confiance. Et quand on parle de solidarité, d'entraide, et que le mode est à la méfiance, ça va pas du tout, du tout, du tout. L'entraide va avec la confiance. Avec la méfiance vient des actions souvent qui vont mener à la défiance. Et la défiance, c'est quoi? C'est de dire, regarde, moi là, franchement, je sors puis c'est ça, là. Ça va être tout, ou bien ça peut être des actes je dirais, de violence, parce que dans une crise comme celle-ci, le recours à la violence n'est pas c'est quelque chose qui peut arriver. On parle de milliers de personnes, la moitié de l'humanité qui est confinée, qui n'est pas habituée d'être confinée. Il pourrait y avoir certains débordements. Mais faut bien voir que on doit viser la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui se gagne à tous les jours. Maintenant, est-ce que les points de presse quotidiens construisent ou détruisent la confiance? Des fois, il faut se poser la question s'il n'y a peut-être pas lieu de changer de stratégie. Mais à quelque part, c'est certain que les autorités doivent préserver la confiance parce que c'est ce qui fait que l'on accepte ces mesures-là. Et si, à un moment donné, on ne les accepte plus, ça va aller mal. Maintenant, je vais donner un exemple pour ce qui est de la confiance et de la compréhension. C'est que on a beau dire, il se passe des conférences de presse à tous les jours, c'est pas tout le monde qui regarde des conférences de presse en passant là. Et puis c'est pas tout le monde qui a l'occasion de lire le journal, par exemple, où les éléments sont expliqués. Il y a des gens qui sont de minorités issues de l'immigration qui ne parlent ni anglais ni français au Québec. Et ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent comprendre? Je prends un exemple, on commence le ramadan aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un qui ne parle ni anglais ni français et qui a l'habitude de se réunir à la fin de la journée, est-ce qu'il est en contravention? La réponse légale, c'est oui, hein. Mais la réponse morale, c'est d'exercer un peu de jugement. Et je peux vous dire que si on parle de Montréal, la communauté de tous les gens, c'est pas tout le monde qui a entendu le point de presse et qui a compris. C'est pas tout le monde qui a accès à la même information. Donc, il faut quand même avoir du contexte toujours comme tel. Est-ce moral de se planifier des vacances dans le sud au plus vite après le déconfinement pour décompresser au risque de mettre en danger des populations moins équipées pour faire face à des vagues ultérieures de COVID?
Mais ça, c'est intéressant comme question parce que déjà, je vous dirais que euh, j'ai une vision plutôt pessimiste du tourisme. C'est-à-dire que le tourisme est devenu au fil des années du surtourisme. Et puis, à quelque part, je suis pas certain que même si on se donnait bonne conscience en allant à Cayo Coco, que ça aidait beaucoup la population locale. Alors, je crois que il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce que le COVID est arrivé? Si on regarde la grande image, là, pourquoi est-ce que le COVID est arrivé? Il y a assurément des effets dévastateurs d'une libéralisation des marchés, de mondialisation, de surproduction économique qui amène à quelque part des problèmes environnementaux, des problèmes où quand on dit quelqu'un a attrapé ça d'un pangolin, il fallait que le pangolin soit proche de la civilisation, il était plus loin auparavant, mais on a déboisé. Il y a une grande chaîne à faire. Et je pense que les vacances dans le sud pour décompresser, ça fait partie du problème. Donc, faudrait peut-être penser à voir nos régions un petit peu plus et à mieux s'exploiter parce que même en termes, si on parle de local versus à l'extérieur, on se rend compte d'une chose, je vais parler pour le Québec, mais la souveraineté alimentaire. Tant que vous voudrez manger des fraises en hiver, elles vont venir du Mexique. Et quand elles viennent du Mexique, c'est CO2, c'est un propriétaire d'ici qui fait pas quelque chose d'autre aussi. Donc, il y a comme, je pense que les vacances dans le sud, moi, mon conseil serait de dire décompresser autrement. C'est vraiment, ça me fait sourire un peu. Mais les populations moins équipées oui, pour le COVID, faudrait pas infecter des gens nonobstant. Ça, c'est bien certain. Euh, il y a des gens qui me disent, je suis d'accord avec les contraventions, mais 1 500 $, le gouvernement ne profite-t-il pas de la situation pour se remplir la caisse? Ben, écoutez, je pense que le 1 500 $, d'une part, ça frappe l'esprit. On vient de dire à quelqu'un, c'est non. Et je pense que l'établissement de l'amende était afin d'envoyer un message clair. Et je crois que ce message-là, si on n'a pas compris pourquoi, on a compris le message. Je pense pas que l'État se remplisse les coffres avec ça, vraiment, parce que vous savez, mettez-en 5 000 amendes à 1500 $, ça fait pas l'équivalent d'une journée à l'urgence, là. C'est une goutte dans un océan. Mais c'est certain que de 1000 à 1500 $, ça frappe l'imaginaire, mais ça vient surtout de dire c'est important et puis vous en avez l'obligation. Donc, c'est une décision administrative. Sur le plan éthique, je pense qu'on a décidé de passer un message clair. Est-ce que le même message aurait été si la contravention était de 250? Je ne le crois pas. Il y a Christian qui dit, est-ce qu'une bonne approche pour prendre une décision éthique peut être faite à partir de l'effet attendu, au-delà du résultat direct? Par exemple, la limite du confinement pour limiter les décès à court terme par rapport à l'importance des problèmes psychologiques qui en découlent, plus le confinement durera. Oh, Christian, quelle question d'équilibre là-dessus. Et vous amenez un point que j'ai évoqué un peu plus tôt, mais qui est sous-estimé pour l'instant. Être confiné n'a pas que des conséquences économiques. Être confiné a des conséquences sociales, psychosociales, diront certains, mais c'est assurément, il y a un prix personnel que les gens confinés paient tous. Certains vont faire avec, d'autres moins, mais il y a un coût social, mais il y a un coût réel d'accompagnement des gens après le confinement. Donc, il y a certainement un calcul avec un X à quelque part qui doit être fait, là, mais pour l'instant, c'est difficile de l'établir, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a d'importants problèmes psychologiques qui vont surgir après le confinement. Non, c'est pas pour tout de suite. En même temps, il y a Zaza qui nous dit que les vols ne reprendront pas tout de suite. Si la personne veut aller en chaloupe, ça va être libre à elle. Connaissant Zaza, je sais de quoi elle parle, et puis ça, c'est assurément vrai. Donc, oui, les vols ne sont pas à veille de reprendre. Donc, pour le voyage dans le sud, ça sera peut-être dans le sud de la province de Québec. Je vous suggère pas d'aller au sud du Canada, c'est-à-dire aux États-Unis tout de suite. On pourrait attendre un petit peu. Mais, comme on le voit depuis tantôt, on discute depuis à peu près 45 minutes. L'éthique, ce n'est pas une réponse finale à toutes les questions. C'est une réflexion. C'est une réflexion qu'idéalement, on doit faire ensemble afin de trouver le juste. Mais cette réflexion-là, elle amène, quand on veut faire un 360 degrés, c'est de même examiner les solutions qui ne nous plaisent pas à première vue et voir qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, de tenter de faire le mieux dans les circonstances. Il y a Colombe qui nous dit la situation des personnes âgées dans le CHSLD cache-t-elle un peu la rupture de filiation existant avant la crise? Avec le culte de la liberté, même avant la crise, il était plus rare de voir des parents abandonnés et mourir seuls, sans une seule visite de certains enfants. Sur le plan éthique, y a-t-il une restauration du lien de filiation au-delà du culte du droit à la liberté? Très, très bonne question, Colombe. Et encore là, il y a un élément culturel très fort là-dedans. Vous savez, au Québec,
18% des personnes vont en CHSLD lorsqu'ils sont éligibles ou maison de retraite, là, appelons ça comme ça. Bref, hors de la maison, alors que la statistique est à peu près 3% au Canada. Donc, on ne parle pas d'Afrique du Sud, là. On parle dans le même pays. Il y a assurément une relation que l'on a à l'affiliation qui peut-être a été rompue ou je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais on peut constater que c'est arrivé, ça c'est bien certain. C'est drôle, comme je le disais plus tôt, dans certaines cultures, la personne âgée, c'est un puits de savoir. Et puis ici, on se dit, ben souvent, j'ai préféré envoyer grand-papa à la maison de retraite pour faire une salle de cinéma maison. C'est peut-être méchant un peu, mais ça illustre un peu, ça illustre quand même néanmoins qu'est-ce qui se passe par moment. Alors, je pense que le culte des droits et libertés, à tout prix, montre certaines de ses limites. La relation avec les personnes âgées en est une. Mais même dans d'autres cas, je vous dirais, les gens qui me disent, moi, si je veux aller dans le sud, je peux bien y aller. Mais je parle pas de la question de tantôt, là, mais toutes ces choses-là, ben, je peux bien, moi, c'est mon droit, je peux faire ce que je veux. Ben, c'est la somme de ça qui amène les problèmes actuellement. La somme du je peux faire ce que je veux. La somme de la consommation à outrance. Vous savez, le meilleur geste environnemental, c'est de pas acheter. En passant, là, c'est pas d'acheter. C'est acheter bien si vous devez acheter, là, mais c'est de ne pas acheter. Mais reste que, il faut pas oublier que tout ce qui se passe sur le plan du climat, sur le plan des infections comme la COVID, c'est relié ensemble. C'est relié à un monde qui n'en peut plus des habitudes de certains. Et généralement, c'est les habitudes de l'Occident. Donc, pas que, là, mais quand même pas mal. Alors, il y a une réflexion sociale vraiment sur comment veut-on vivre? Dans quel monde veut-on vivre? Est-ce qu'on veut vivre dans un monde qui va ressembler au meilleur des mondes? C'est-à-dire que tout le monde va prendre une pilule de soma de temps en temps pour oublier que c'est pas, que la vie est dure, ou est-ce que on va faire comme dans la possibilité d'une île de Michel Houellebecq, on va se parler entre les générations par ordinateur interposé, ce qu'on fait déjà par Zoom. Je pense qu'on a à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Euh, Moi, je suis à la campagne et puis c'est la première fois en plusieurs années que je vois des gens prendre des marches sur la route. Bon, il y a moins de voitures, j'en conviens, mais il reste que on voyait jamais ça, des gens prendre des marches à la campagne sur les routes, là, c'était pas. Et puis, c'est certain qu'ils sont sur chacun de leur côté de route, par contre, pour le moment. Mais il n'y a pas une grande interaction. Mais on voit quand même dans les petits endroits les gens se réapproprier. On voit même avant la crise dans les villages des idées de production locale, d'ainsi de suite. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder parce que sur le site des Éditions de l'Homme, à quelque part, mais j'ai pas la référence exacte, ils ont produit un guide de comment manger local et en enlevant tous les mythes de c'est trop cher, c'est ci, c'est ça. Et puis, je pense que c'est une bonne idée de regarder. Encore là, je le répète, tant qu'on voudrait des fraises en hiver, il y aura un problème. C'est peut-être qu'il faudrait qu'on commence à comprendre que les fraises se mangent en été et puis on peut les congeler, évidemment. Mais sinon, non. Tant que l'on achètera des produits des éléments produits dans des pays étrangers qui doivent parcourir le monde et qui sont parfois, je dirais, produits évidemment à moindre coût. Mais le moindre coût pour nous a également un coût à l'autre bout, qui est peut-être pas une décence de vie dans tous les cas, là. Alors, je pense qu'on a de bonnes questions sociales à se poser sur notre consommation, sur la façon dont on vit. Donc, je lance la perche parce que l'éthique sociale devrait aider à répondre à ça, mais comment veut-on vivre? C'est une bonne. Marie nous dit, il faudrait regarder à quel moment il y a eu éclosion des CHSLD dans les maisons de retraite. En même temps que le débat relatif au CPE, tout ce qui ne rapporte pas à la société doit être tout ce qui ne rapporte pas à la société doit être confiné dans un endroit spécifique. Peut-être. Mais c'est tout comme le retour du tout est fermé le dimanche. C'est drôle parce que tout est fermé le dimanche, ça a déstabilisé bien des gens, là, mais personne n'est mort du fait qu'on ferme le dimanche. C'est comme tel. Vous savez, encore là, j'ai toujours eu une critique acerbe de la consommation parce que je sais pas à quel point c'est important sur le plan économique qu'on soit ouvert le dimanche. Parce que bon, peut-être qu'on va acheter les choses le 6 autres jours autrefois, comme on le faisait autrefois plutôt. Donc, oui, il y a des questions à se poser. Est-ce que des foyers d'éclosion sont dus à certaines conditions sociales? Probablement. Mais moi, Marie, le tout est fermé le dimanche, je suis avec vous là-dessus. C'est vraiment, là, j'ai aucune réserve. Là. Je crois que dans les dernières années, j'ai eu l'occasion de voyager un peu dans des pays où tout est fermé le dimanche. Puis c'est drôle, je voyais des gens qui se promenaient, qui discutaient l'un l'autre. C'est certain que quand on est en Europe, la communauté, les gens
sont moins en auto sur des boulevards qu'ici, là. Mais il reste que, mais encore là, je l'avais mentionné il y a plusieurs années dans un reportage, dites bonjour à vos voisins puis discutez avec lui, ça fait pas mal. Et puis, c'est souvent, on apprend bien des choses en demandant aux gens comment ils se sentent. Mais, Caroline qui nous dit, pouvons-nous revenir en arrière quant à la consommation, retourner aux patates, carottes, navets? Bah, c'est une bonne, faudra consulter les recettes de Mme Labriski pour être certain. Mais, regardez, moi, quand j'étais plus jeune, carottes, navets, c'était pas mal ça. Mais est-ce que c'était parce qu'on ne produisait que ça ou on ne connaissait que ça? Il y a des cultures qu'on peut développer au Québec. On ne fera jamais pousser d'orange pour la peine, là, soyons très clairs là-dessus. Mais je pense que l'agriculture locale, en tout cas, d'expérience, je peux vous dire que ça peut produire autre chose que des patates, carottes, navets. Mais il y a une bonne... il y a une réflexion. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? Je vais appeler ça autrement. Je vais vous proposer plutôt, Caroline, d'aller de l'avant différemment. Parce que retourner en arrière, non, on veut pas. Mais aller de l'avant différemment en pensant que chacun de nos gestes, vous savez, dans les manuels universitaires, on va nous dire, acheter, c'est un geste politique. Et c'est vrai. On veut pas dramatiser à outrance, mais chacun de nos gestes compte dans la balance. Ils sont pas tous significatifs, ça va, mais ils comptent tous dans la balance. Mais par contre, il y a une expression que j'ai souvent utilisée que j'aime bien. Une action éthique, c'est souvent comme une goutte de parfum lancée à la mer. Est-ce que ça fait une différence si on part avec notre compte-goutte et on s'en va près de l'Atlantique et on lance une goutte de parfum? Et la réponse, c'est la mer sent toujours la mer. OK? La goutte de parfum fait pas la différence, mais c'est la somme des gouttes de parfum qui contribue au fil du temps à faire une différence parce que chaque goutte de parfum que l'on lance à la mer, elle est infiniment petite, certes, mais elle n'est pas nulle. Et c'est la somme de l'infiniment petit du non nul qui fait une bascule dans le monde. Donc, je pense que chacune de nos actions peut être vue sous cet aspect-là. Et puis, il n'y a pas que des inconvénients. Il y a des très bonnes recettes de patates, carottes, navets, j'en suis certain. Mais on peut pousser autre chose que ça au Québec aussi, ou du moins plus près. Vous savez, les décisions de consommation vont être dures à prendre parce que une fois que quelqu'un dit on n'importe plus de choses, ben les gens qui en importaient chez nous, qui en exportions, c'est la question inverse va se poser aussi. Mais ce qui est intéressant comme question, c'est que je crois que la mondialisation des marchés a amené une destruction de l'environnement et une destruction de certaines relations sociales de manière importante. Et que cette façon du monde-là, où on est dans le tout à l'économie, devrait être revue. Parce que le tout à l'économie, ça a amené certains problèmes comme tels. Maintenant, pour refaire ça, qu'est-ce qu'on va faire? L'élément que je propose souvent de remettre à l'ordre du jour, et on oublie, puis d'ailleurs, vous le retrouverez ici, il fait l'objet d'une section dans l'éthique même vous, qui s'appelle le courage. Le courage. Et ça, qu'est-ce que c'est le courage? Premièrement, c'est d'aller contre la facilité. C'est tellement facile de dire, ah, je peux pas. Je peux pas. Non, c'est trop compliqué. Non, le courage, c'est d'aller contre la facilité et de faire la bonne action de la bonne façon au bon moment. Donc, c'est de réfléchir avant d'agir. Il faut faire attention parce que le courage, quand on ne connaît pas bien ça, on peut le confondre avec autre chose. Parce que un excès de courage, c'est de la témérité. Dans le fond, la témérité, c'est quoi? C'est du courage sans réflexion. Et un manque de courage, c'est de la lâcheté. Fait qu'il faut voir que toutes les valeurs qu'on veut mettre de l'avant, comme celle du courage, comme celle de la solidarité, faut pouvoir les définir auparavant parce que sinon on peut se mêler comme tel. La solidarité, c'est quoi? Ça vient du mot solide en passant et ce qui dit unis face à une cause commune. Donc, c'est être ensemble face à une cause. Et la cause actuellement, c'est peut-être de définir la façon dont on va vivre post-virus. Il faut faire attention parce que trop de solidarité, ça s'appelle de la collusion. Et passer, c'est un manque de solidarité. Donc, chacune des valeurs que l'on amène, c'est comme trop d'entraide, ça va probablement barrer à quelque part là, dans l'entonnoir. Et passer, ça délite. Donc, on se défait en petits morceaux. Alors, je vous dis, j'ai voulu, moi, à travers l'éthique pour tous, vulgariser le discours sur l'éthique, le discours sur les valeurs. On parle de respect, de responsabilité, on parle de dénonciation, on parle de tolérance. Il y a quelques bons coups de gueule aussi sur est-ce qu'on pense encore, est-ce qu'on a encore une opinion personnelle où on partage celle des autres. Il y a plusieurs de ces éléments-là qui, dans le fond, ce qu'on a voulu, c'est vous permettre de mieux comprendre. Et je l'ai fait en utilisant un outil très simple qui s'appelle les mots. Les mots, vous allez me dire, c'est évident, mais qu'est-ce que c'est qu'un mot?
un mot, c'est la combinaison d'un son et d'un sens. Et depuis que l'on parle dans notre quotidien en utilisant des barbarismes tels que cool, ben, une fois que quelqu'un vous dit c'est cool, vous savez pas tout à fait ce qu'il a compris. Donc, à quelque part, il faut faire, je pense, attention de pouvoir savoir ce dont on parle, que l'on puisse discuter de manière équitable, si c'est pas égal, puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que, je vous donne l'anecdote suivante, vous savez, à l'époque de la traduction de la première Bible en anglais, il y avait environ 6 000 mots dans l'univers du langage. Shakespeare avait environ 150 000 mots pour fonctionner. Aujourd'hui, il y a peut-être 6 ou 700 000 mots. Euh, Même si notre lexique quotidien est autour de 3 000, 4 000, 5 000, faut avouer que moins grand le nombre des mots, moins grande est la tentation de réfléchir. C'est d'Orwell, la phrase. Mais sachez que Donald Trump utilise 200 mots dans son lexique. Donc, la démonstration est faite. Je crois que de préciser certains concepts, quelqu'un qui a 200 mots dans son lexique est incapable de finesse. Et les décisions qui sont à prendre actuellement vont requérir de la finesse. Donc, est-ce que c'est est-ce que tout va être résolu du même coup? Peut-être pas. J'ai Steve ici qui me dit faire la distinction entre la crise COVID-19 et le fait que la réalité, dans une année, là, il y a beaucoup de gens qui meurent du cancer, qui meurent de grippe saisonnière. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on n'est pas dans un délire collectif en focalisant sur une seule maladie? C'est une très bonne question. Parce que actuellement, c'est certain que toute l'attention a été portée là-dessus, probablement à cause de la virulence et veux dire, en fréquentant un cancéreux, on n'attrape pas le cancer. Mais actuellement, la virulence du propos peut, c'est-à-dire du COVID, peut faire que théoriquement, une personne peut infecter l'humanité à travers des transmissions collectives. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'attention portée là-dessus, c'est la virulence qui est extrêmement violente. Et puis, deuxièmement, la médiatisation qu'on a, parce que je me rappelle la crise du H1N1, j'étais beaucoup dans les médias pour commenter, ça avait fait beaucoup de pour et de contre, parce qu'à l'époque, il y avait un vaccin, et puis ce qu'on voulait le vaccin, on le voulait pas. Aujourd'hui, il y a pas de solution à une maladie extrêmement virulente. Fait que je pense que c'est la raison pour laquelle il y a plus d'attention sur une maladie plutôt que le reste, considérant encore là que le cancer, on ne l'attrapera pas en fréquentant un cancéreux. C'est pour ceux d'ailleurs, c'est mon ami Nicolas qui me rappelle toujours que pour ceux qui veulent se procurer le livre, dans la petite colonne de commentaires, vous avez les liens pour en Amérique, en Europe, il peut par version numérique ou direct comme tel, mais ou traditionnel, je m'excuse. Donc, écoutez, on est à peu près vers 1 heure plus tard. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir été avec nous, mais je vais vous laisser sur la distinction de la goutte de parfum. Je la rappelle, c'est que chaque action n'est pas nulle, puis on doit faire... Aujourd'hui, dans un temps de crise, là, si on veut se retrouver nous-mêmes comme collectivité, tant que comme individu, on doit faire une introspection sur nos pratiques et nos décisions. Il n'y a aucun effet qui est sans cause. Et si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des conditions de possibilité de la situation. Est-ce que chacun de nous, on peut changer tout ça? Non. Mais chacun de nous avons le devoir de réfléchir ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup. On refera peut-être d'autres événements comme celui-là sur Facebook Live, parce que je trouve que c'est très agréable. Mais si vous voulez en entendre parler un petit peu plus d'éthique sociale, allez faire un tour sur éthique.net. Mais surtout, vous en avez plus condensé là-dedans. L'éthique pour tous. Je vous remercie à tous, puis à la prochaine.